je voulais rapidement présenter le deuxième Gilles ou le premier Gilles, puisque donc Gilles Kermarec de l'Université de Bretagne occidentale, qui est le responsable scientifique de la formation qu'on va vous présenter, et puis donc Gilles Monnier, je suis ici enseignant. On va vous proposer en fait une remontée dans le temps, puisqu'on va partir, hein, on a parti du principe d'essayer de faire parler un petit peu les acteurs, les étudiants, et puis au cours de la présentation, de revenir sur la genèse de cette formation, autant dans son contexte que dans ses contenus, et dans la réflexion pédagogique en fait, qui est associée. Alors, premier petit témoignage assez court, honneur aux femmes. Ça se passe très bien, je suis très contente de la formation, d'un point de vue personnel, mais aussi par rapport au niveau professionnel. Voilà, c'est un des petits extraits qu'on a voulu assez courts, mais effectivement, en fait, le premier axe, c'est effectivement la chose sur laquelle on se rejoint dans la formation qui a été évoquée précédemment, c'est effectivement le travail sur soi pour être dans de bonnes conditions aussi pour travailler avec les autres et pour échanger, pour écouter les autres. Alors la présentation se fera en 4 points, hein. Donc les objectifs et contenus de la formation, la démarche, le choix d'un modèle de formation et la complémentarité des modalités de formation. En fait, la genèse, pour rapidement la situer, c'était un échange qui durait déjà depuis un petit moment entre l'Université Bretagne occidentale et l'ENV sur d'autres types de formations, master notamment. Et puis au fil du temps, nos échanges nous ont conduits à émettre le projet de faire un diplôme universitaire, de mettre en place un diplôme universitaire qu'on va vous présenter par la suite. Alors, l'objectif, former des accompagnateurs de performance qui, c'est un petit peu différent de la présentation précédente, sont issus à la fois du monde sportif et à la fois du monde professionnel. L'échange entre ces deux types de publics nous paraissait intéressant pour générer évidemment une forme de dynamisme dans l'échange et de l'écoute, et puis de croiser deux contextes professionnels très différents, celui du monde sportif et celui du monde de l'entreprise. Donc on a dans la formation, dans les personnes que vous verrez en photo ou en témoignage, pour moitié des gens qui sont issus du milieu de l'entreprise, avec des expériences souvent assez longues, de managers en entreprise, et puis un autre public, donc du milieu du sport, avec des gens qui sont en situation d'entraînement ou de direction de structures sportives, et qui accompagnent des athlètes. Mon ressenti à l'heure actuelle après 5 UFC, il est plutôt très positif, même positif plus, puisque j'ai intégré un groupe de 8 personnes, sans compter les professeurs, qui vient d'horizons vraiment divers et variés. Et à l'heure actuelle, on grandit vraiment ensemble. Il y a un échange qui est de qualité avec les formateurs et mes collègues, ou mes collaborateurs, puisqu'on doit parler de collaborateurs maintenant. Et c'est vraiment un plaisir énorme de venir à chaque fois sur une semaine, puisqu'on en ressort grandi autant au niveau personnel mais au niveau collectif. Et ça m'apporte déjà énormément de solutions dans ma vie au quotidien, que ce soit sur la planification de projets, mais aussi sur une réelle vision que je peux avoir du ressenti des personnes avec qui je suis sur différentes problématiques. Donc rapidement, le contenu de formation. La formation permet de donner à l'accompagnateur des outils et des ressources au projet. Et donc il y a 3 grandes thématiques. Alors je rejoins un peu ce qui a été évoqué tout à l'heure dans la problématique de prévoir des contenus et puis de les articuler au travers des problématiques des stagiaires, et notamment de la richesse qu'ils ont dans leur expérience. C'est une articulation difficile, mais on a donc 10 personnes qui viennent partager entre l'organisation des contenus prévus au départ et ceux qui émergent
en cours de formation, on essaye d'arriver au bout des contenus, mais en ayant une articulation qui corresponde le mieux aux préoccupations et aux échanges donc, qui se font dans le groupe. Mais bon, globalement, 3 grandes thématiques, des protocoles d'intervention en accompagnement, voilà, comment se positionner, être à l'écoute, questionner, donc avec différents éclairages. Les principales techniques d'optimisation de la performance, hein, qu'elles soient en entreprise ou dans le monde du sport, gérer son stress, motiver les troupes, apporter de la cohésion dans une équipe, réfléchir un petit peu à son comportement, à la relation. C'est des choses qu'on retrouve dans les 2 domaines, hein, celui de l'entrepreneurial et sportif. Et enfin, une thématique autour du coaching et du management d'équipe, plus particulièrement. Alors, quelques pratiques, rapidement. Des simulations d'entretien. Donc là, on a des stagiaires avec une écoute, des axes d'observation et puis, on va dire, des entretiens qui sont menés sur des expériences avec un coach et puis quelqu'un qui raconte une histoire ou un morceau d'histoire. Ça se fait aussi dehors parce qu'en Bretagne, il fait beau. On a également la possibilité d'avoir des gens qui sont en formation dans d'autres formations ici. Donc on profite et on propose, c'est une petite expérimentation qui a été menée il y a quelques semaines, de pouvoir apporter à des gens qui sont en formation un accompagnement, en tous les cas ponctuel. C'était un peu expérimental, mais a priori ça va se reproduire sur un ensemble de formations ici sur l'école, puisque le bilan est très positif. Et évidemment, ce bilan, il est positif à plusieurs niveaux. Il est positif pour les stagiaires en formation ici, qui a priori souhaitent reconduire, en tous les cas, continuer cette expérimentation. Positif aussi pour les gens qui sont en situation d'apprenti coach, hein, qui doivent conduire et répondre à une problématique et accompagner la personne. La plupart du temps, d'ailleurs, dans le temps, ce n'est pas une expérience unique, elle se reproduira. Les gens souhaitent continuer à voir les personnes. Et puis, derrière, effectivement, comme c'est des entretiens filmés, il y a un débriefing de la situation à partir des observables des gens qui étaient présents, mais aussi voilà, du retour qu'on peut faire en feedback par rapport à ces entretiens. Et puis des expériences collectives avec une petite symbolique, c'est comment dénouer les nœuds en collectif. Donc là, ils étaient dehors derrière. Ils ont réussi parce que sinon ils y seraient encore. Mais ils ont réussi à dénouer les nœuds qu'on leur avait proposés, à la fois d'un point de vue symbolique, mais aussi d'un point de vue pratique. Le groupe étant vraiment aujourd'hui très très soudé. Alors je vous avais dit qu'on reviendrait un petit peu sur l'histoire, on remonterait un petit peu dans l'histoire et donc vous présenter, avant de passer la parole à mon collègue, comment s'est fait cette genèse. Donc d'abord il y a eu une inspection des inspecteurs généraux donc, du ministère qui était venu à l'époque et qui, dans les mesures qui étaient proposées dans l'évolution de l'école, avait émis l'intérêt de pouvoir peut-être collaborer un peu plus avec les universités bretonnes. Donc dans ce contexte-là, le projet qu'on avait eu avec Gilles s'inscrivait à merveille. Il n'était pas encore d'ailleurs complètement construit, hein. On en était dans les hypothèses. Donc mettre en place avec l'Université Bretagne occidentale un premier diplôme universitaire sur l'ENV, c'était un challenge. Ensuite, la volonté, à la fois dans le côté universitaire et puis dans un établissement national, de pouvoir croiser en fait un milieu professionnel et un milieu d'étudiants, mais aussi un milieu de sportifs. Et puis, surtout, par rapport au contexte, surtout l'arc atlantique, donc c'est un peu géopolitique, mais toute la partie Manche et Atlantique, il n'y avait pas de formation de ce type-là sur toute l'arc breton. Donc de pouvoir aussi ouvrir une nouvelle formation sur toute cette partie bretonne.
Pour cela, essayer de constituer une équipe pédagogique à partir des compétences éminentes de l'école, avec quatre collègues qui s'associent à ce projet, des coachs professionnels, des gens qui viennent de l'extérieur, que j'ai pu croiser dans d'autres formations et qui ont tous répondu présents avec bonheur de venir en Bretagne s'exprimer et partager notre expérience. Évidemment, les collègues de l'université qui ont répondu présents, et puis aussi des gens issus de l'INSEP que j'avais pu croiser aussi sur les formations à l'INSEP, notamment quand j'avais fait mon diplôme de l'INSEP, pour pouvoir s'associer aussi à ce projet et qui ont répondu présents. Je vais passer pour la suite la parole à Gilles. Merci Gilles. Bien, donc pour ma part, je vais essayer de remonter encore dans le temps en se posant la question finalement, qu'est-ce qui a présidé au choix qu'on a réalisé? Ce que vous avez vu mis en œuvre, c'est quelques extraits, quelques moments de l'expérience des stagiaires. Finalement, ça remonte à des réflexions qu'on a eues. Et la première d'entre elles, c'est le fait qu'on s'accorde sur un objectif partagé, un but partagé, et qui renvoie finalement à une conception de la performance et de l'aide à la performance. Alors, un peu de sémantique aussi, c'est quoi l'accompagnement? Alors, l'accompagnement, c'est très à la mode finalement, hein. Dans un article récemment, je lisais qu'il y a plus de 500 ouvrages qui sont répertoriés dans une grande librairie, hein, qui portent actuellement sur l'accompagnement. Donc 500 ouvrages sur l'accompagnement, ça fait beaucoup de définitions. On en a retenu une, qu'on partage avec d'autres d'ailleurs. L'idée de l'accompagnement, c'est de partir d'abord de l'expérience individuelle. Je vais aller assez vite puisque on l'a déjà dit auparavant. Accepter de partager cette expérience individuelle aussi, et ce n'est pas simple, pour que de cette expérience naisse un pas en avant, un début de transformation. Et ce qu'on rajoutera peut-être à ce qu'on a entendu juste avant, c'est que l'idée pour nous est de valoriser non pas le pas en avant en tant que produit, en tant que résultat, mais bien le processus qui permet de faire ce pas en avant. Et donc en disant cela, on dit aussi quelle performance on vise. Et Gilles a l'habitude avec les stagiaires de distinguer la performance résultat, la performance procédure, la façon de faire, et puis les processus sous-jacents à cette performance. Et donc c'est cela qu'on a mis en avant. Pour nous, la performance est un ensemble de processus mobilisés conjointement, plus qu'un résultat. De ce fait, pour y aller vers cette performance, l'analyse de l'activité, qu'on a aussi présentée dans les présentations précédentes, l'analyse de l'activité pour nous est un moyen, une voie de développement, et qui remplace ou qui complète avantageusement des techniques qu'on prescrirait pour conduire à la performance, les techniques de préparation mentale par exemple. Et de ce fait, notre formation, elle-même un accompagnement, est une aide à la transformation de chacun des stagiaires, de chacun des individus. Et la formation ne peut pas se réduire à une prescription, un ensemble de règles professionnelles qui seraient édictées par quelques experts. Donc voilà ce qu'on va mettre en avant ensemble. Et de ce fait, on va se poser la question de la conception de la formation qui est sous-jacente à cette visée. Alors, les modèles sont en tension, hein, et c'est vrai qu'on a entendu parler, là, tout à l'heure aussi, de tension, de dilemme entre une conception, on va dire, de la commande ou une conception transmissive et une conception ou un modèle de l'émergence, qu'on qualifie aussi parfois de conception constructiviste de la formation. Alors, sans choisir, parce qu'il est difficile de faire un choix radical, on va essayer, en quelques mots, de mettre en avant les avantages et les limites de ces deux conceptions. Alors, je vais commencer par, finalement, celle qu'on a tendance à rejeter un peu vite. L'approche ou la conception transmissive de la formation, aujourd'hui, se heurte à un écueil qu'on admet tous. Quand on prescrit avec des connaissances établies, on va dire scientifiques par exemple, elles ont souvent l'inconvénient, ces connaissances, d'avoir un statut de connaissance généralisable, mais de ce fait, être aussi très générale. Et quand on présente ces connaissances à des stagiaires, très souvent ils se demandent mais à quoi elles vont servir, quelle est leur utilité.
Et personnellement, en tant qu'enseignant-chercheur à l'université, j'ai plus souvent affaire à des jeunes de formation initiale. Et ce hiatus est encore plus important chez eux puisqu'ils n'ont pas d'expérience préalable. Et donc une connaissance scientifique qui a une visée de développement de compétences, hein, en tout cas dans l'esprit des formateurs, se heurte à l'absence d'expérience, à l'absence de sens que pourrait lui donner celui qui est censé la recevoir et l'utiliser. Mais le deuxième écueil, il est lié au fait que parfois, pour faciliter l'usage des connaissances, on les associe à des illustrations, à des exemples très précis. On va vers une expérience singulière qu'on souhaite mettre en avant comme étant une expérience exemplaire, une expérience de laquelle il faudrait se rapprocher. Et là, la difficulté est également importante puisque l'écueil est celui de la transférabilité. Il faudrait que cette expérience singulière, par exemple dans le domaine du sport, puisse se transférer à un autre domaine, celui de l'entreprise. Et là, on voit bien que quand l'expérience est trop singulière, l'écart entre les deux contextes fait que finalement, le stagiaire est en droit de se demander à quoi va lui servir cet apport, cette expérience racontée par quelqu'un qui ne connaît pas son domaine, le domaine propre du stagiaire. Alors pour la conception constructiviste, celle qu'on a tendance aujourd'hui à, c'est vrai, beaucoup mettre en avant dans les dispositifs de formation, on peut aussi se demander s'il n'y a pas quelques écueils, quelques difficultés à surmonter. La première, c'est celle de l'attente de formation. Celui qui vient se former, il est en droit de recevoir des conseils, des apports, des outils, des techniques. Et pour avoir mené de nombreuses formations professionnelles continues dans le domaine de l'enseignement, j'ai souvenir de stagiaires qui disent à la fin d'une journée de formation, mais finalement on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé sur nos pratiques, mais à quel moment on va avoir des solutions? À quel moment on va nous apporter des moyens de résoudre des problèmes que l'on rencontre? Par exemple, la gestion de la discipline dans notre classe. Par exemple, le moyen de surmonter une incompréhension des élèves face à un problème posé. Et donc, cette approche constructiviste de la formation ne doit pas s'opposer à l'apport, à finalement un engagement du formateur qui est là aussi pour dire à un moment donné qu'il y a un chemin à prendre et peut-être des solutions à envisager. Alors pour essayer de tracer un peu ce chemin, je vous fais part ici de quelques éléments que j'ai retenus d'une expérimentation qui vient de se terminer et qui visait à développer la formation d'un collectif d'éducateurs sportifs. Tout d'abord, il a fallu qu'ils s'engagent et qu'ils osent partager leur expérience. Leurs expériences restent singulières dans un premier temps. Et tant que les expériences restent singulières, finalement, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'accompagnement possible puisque chacun présente son expérience de son propre point de vue. Dans un deuxième temps, ils commencent à avoir un partage d'expérience, c'est-à-dire finalement, ils perçoivent des similarités entre les difficultés qu'ils rencontrent, des similarités entre les situations qu'ils rencontrent. Un éducateur sportif, par exemple, quel que soit son domaine, va avoir à un moment donné une difficulté à se dire à quel moment je change l'exercice. Ça marche bien, ça tourne, et puis à un moment donné, il faut que je change, je passe à un exercice différent. Et bien ça, c'est une expérience qui est partagée par de nombreux éducateurs. On continue, ça tourne, je suis en confort, ou bien je change, je fais plus difficile, je mets en difficulté mon groupe. À partir du moment où on a partagé cette expérience, le niveau suivant relève de la formalisation. Il s'agit de repérer que parmi ces différentes expériences, il y a une espèce d'invariance, et souvent cette invariance va prendre la forme d'un dilemme ou d'une controverse professionnelle. On est nombreux à l'avoir mise en avant, notamment les travaux de Claude dans le cadre de la psychologie clinique actuellement mettent bien ça en avant. Une fois que le dilemme ou la difficulté est formalisée, elle prend une forme finalement reconnaissable par tous, par le collectif. On se reconnaît dans ce dilemme qui devient celui du collectif et pas seulement celui d'un individu. Alors on est conforté, on est rassuré, et puis c'est à ce moment-là qu'on a aussi besoin de le dépasser, de trouver des solutions. Et dans l'expérimentation qu'on a menée, on a vu apparaître 3 types de voies de dépassement du dilemme. La première, finalement, c'est celle de la complémentarité des points de vue. On n'est parfois pas d'accord dans une même situation,
certains défendant l'idée qu'il vaut mieux rester sur la situation confortable, faire durer l'exercice qui fonctionne bien, un autre prétendant que pour apprendre, de toute façon, il faut changer, il faut mettre en difficulté le stagiaire. Et donc, finalement, face à ce dilemme, les points de vue complémentaires peuvent offrir une solution de dépassement et une sortie du problème. La deuxième façon de sortir d'un problème a été finalement le recours à l'autorité de l'expérience. Quelqu'un qui a réussi à sortir d'une difficulté, à sortir d'un dilemme, peut partager son expérience en disant ben voilà, j'ai effectivement été confronté, et voilà la solution que j'ai proposée. Et enfin, le recours à la compétence. Dans un groupe, il y a des asymétries. Dans le groupe de nos stagiaires, il y a des asymétries, et certains d'entre eux ont une compétence qui peut être reconnue, celle des formateurs aussi, des coachs professionnels. Et là, face à un dilemme identifié par le groupe, un dilemme qui a du sens pour l'ensemble du groupe, le formateur peut apporter, peut prescrire, en quelque sorte, une solution. Avec ce dilemme, on a quand même opté assez radicalement pour une formation, on va dire, constructiviste. Dans la forme déjà, dans le format pédagogique, on part de situations-problèmes. On part de situations concrètes. Et c'est face à ces situations concrètes que des solutions sont mises en avant par les stagiaires. Ils proposent une analyse, ils partagent cette analyse, et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'on essaye, nous, d'apporter des outils, des connaissances, des techniques, qui vont nous permettre de revenir à la situation initiale en, finalement, proposant un dépassement du problème identifié. Donc on est dans le cas d'un va-et-vient, on part d'une pratique, on formalise cette pratique, on apporte des outils, des connaissances, et on revient à la pratique, et chaque cours est construit de cette manière-là, en tout cas quasiment, il y a quelques exceptions, mais c'est rarissime. Alors, il y a une particularité dans notre dispositif, c'est qu'on a une dimension universitaire. Alors on peut se demander quel peut être le rôle, ou quel est l'intérêt de la dimension universitaire d'une telle formation. L'université a une originalité, une particularité, c'est de prendre appui sur de la recherche, et donc finalement d'essayer d'actualiser nos connaissances, quel que soit le domaine, au travers de ces dispositifs de recherche. Alors, ici, qu'est-ce que ça peut apporter à une pratique où il s'agit non pas de connaître, mais d'intervenir, de transformer. Le premier rapport des travaux de recherche actuellement menés dans les universités, dans les institutions, dans les laboratoires, c'est de participer à l'analyse des pratiques. Finalement, les métiers aujourd'hui sont les cibles de nos chercheurs. Les métiers sont formalisés. Les métiers sont des lieux d'études ou des objets d'études en soi. Et donc ça, c'est intéressant aussi d'être capable de dire finalement il y a des règles de fonctionnement dans les professions, il y a des règles professionnelles qu'on peut identifier. Pour faire cela, on utilise des méthodes, et donc les méthodes deviennent des outils. Et donc ces méthodes-là, elles aussi, on l'a vu dans la présentation tout à l'heure, les méthodes sont des outils de transformation, des outils de formation finalement aussi. Ce qui nous permet, par une boucle de retour, de revenir finalement à des propositions d'aide, aider à la performance ou aider à la formation. Juste un exemple, une illustration d'une présentation de connaissances au groupe de stagiaires pour voir quel peut être le rôle particulier des connaissances scientifiques dans ce dispositif. Ce n'est pas un rôle prescriptif, mais c'est un rôle qui est, à mon avis, et puis par ma position, je vais le défendre, un rôle qui me semble important. Alors on part souvent de l'idée, de la croyance qu'une bonne cohésion est nécessaire pour être performant. Donc on présente ça aux stagiaires, et en effet, beaucoup d'entre eux partagent cette idée. Et puis une première connaissance scientifique montre que finalement, il peut y avoir une relation négative entre performance et cohésion. Alors là, cela remet en cause finalement les croyances, les allants de soi, mais pas tout à fait, parce que finalement on peut résister. Dans quel cadre ça a été montré? Moi j'ai bien vu que dans mon équipe, quand il y a de la cohésion, ça fonctionne, on est plus performant. À ce moment-là, une deuxième connaissance peut amener un élément complémentaire. La relation est positive à condition qu'il y ait cohésion opératoire et pas cohésion sociale. Donc on voit que le rôle de la connaissance scientifique là, est de préciser finalement quelquefois le problème. Et puis plus récemment encore,
on va lire qu'il y a une relation négative entre la cohésion sociale et la performance dans certains sports, dans certains contextes, alors que dans d'autres, cette relation n'est pas établie. Et on peut même expliquer pourquoi cette relation peut être négative dans certains contextes. Donc, je ne vais pas passer du temps sur le détail de cette évolution de connaissances, mais simplement pour vous montrer que les connaissances scientifiques ne sont pas des éléments qu'on va prescrire comme étant des vérités bien établies, mais bien finalement des éléments qu'on va utiliser pour susciter de la controverse, conforter les points de vue parfois, mais aussi pour dépasser les controverses et apporter des solutions dans un débat ou dans un dilemme. Les connaissances scientifiques évoluent, sont falsifiables, dit Popper, et donc en effet, pour nous, c'est un outil pour faire réfléchir plutôt que de prescrire et de donner des solutions. En conclusion, je suis à peu près dans le timing, je crois. En conclusion, donc très rapidement, on avait comme objectif de faire partager à nos stagiaires ce qu'on avait réussi à partager entre nous aussi, parce qu'on avait une expérience commune de la formation dans le cadre d'un master, cette idée que la performance, c'est une visée qui est intéressante parce que finalement c'est la visée de beaucoup de nos institutions, de beaucoup de nos sportifs ou de nos entreprises, mais que la performance pouvait se définir à l'aune d'un modèle, et le modèle qu'on a choisi, finalement, il est similaire. On a voulu avoir une similarité de point de vue sur la visée de notre formation. Une similarité également sur le plan de l'éthique, d'ailleurs, et on avait commencé à travailler, c'est pas encore pleinement abouti, sur une charte, une éthique de l'accompagnateur qu'on voulait mettre en avant. Donc, partager, c'est adopter des points de vue similaires. Mais partager, c'est aussi montrer des complémentarités. Quand on se partage un gâteau, finalement, on peut avoir la même part ou se répartir des parts différentes. Et donc la complémentarité des points de vue ici, c'est la complémentarité des expériences des formateurs aussi, des professionnels, des universitaires, des formateurs expérimentés dans le cadre de l'école. Et puis enfin, il ne faut pas prétendre qu'on va tous dire la même chose. Au contraire, je crois qu'il faut garder de la diversité dans une formation parce qu'on est là pour susciter des débats et des controverses. Et donc ce n'est pas gênant que dans un même temps, dans une même formation, à un même moment, deux formateurs face à un public disent des choses un petit peu différentes. Au contraire, ça peut être intéressant et des temps de formation où deux formateurs font face à un groupe, ce sont souvent des temps intéressants parce qu'ils suscitent, ils montrent que les dilemmes, les discussions, les débats sont possibles. Par contre, il faut probablement que ces deux formateurs présentent des points de vue compatibles, le risque étant de trop déstabiliser le stagiaire. Donc voilà, la vision qu'on en a aujourd'hui du partage quand on travaille sur les collectifs est celle-là. Le partage, ce n'est pas que la similarité, c'est aussi la complémentarité et au moins la compatibilité des points de vue. Merci pour votre attention.